Alors, on change totalement d'univers, puisqu'on va aller dans un univers d'hommes. Comment affirmer son leadership dans cet univers d'hommes, un univers militaire? Lucille en a parlé tout à l'heure, au sein d'un sous-marin nucléaire, une conversation qui s'annonce passionnante avec Karen Plamont-Julien, ancienne capitaine de frégate nucléaire, qui est en conversation avec Isabelle Veil. C'est à vous. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Alors moi j'ai l'honneur d'interviewer aujourd'hui pour vous Karen. C'est une femme à la vie extraordinaire, Karen. Donc Karen, elle est entrée matelot dans la marine et elle a gravi tous les échelons jusqu'à devenir capitaine de frégate. Elle a été aussi bien sur le Charles de Gaulle, le grand porte-avions, que sur des sous-marins nucléaires et notamment lanceurs d'engins. Il faut savoir qu'il n'y en a que 4 en France. Elle a été aussi à l'état-major, auprès d'un amiral, auprès du cabinet du ministre, sur des sujets donc, qui vont du nucléaire aux ressources humaines. C'est aussi une femme avec une vie de famille, un mari, un enfant, et une grande adepte de la course à pied. Et je dirais d'une curiosité éclectique et inlassable, qu'il apporte des sujets ultra techniques, comme le nucléaire, mais un amour pour la littérature et la BD aussi. Si vous allez voir son profil et ses publications LinkedIn, il y en a plein sur de la BD. Moi, j'ai été fascinée. Donc, je vous présente Karen. J'ai retracé un peu les grandes lignes, très grandes lignes de votre vie professionnelle, Karen, qui a été émaillée de réalisations, mais absolument extraordinaires. Et je sais, parce qu'on en a parlé avant, à quel point rien n'était écrit à l'avance. Et moi, j'ai envie de vous poser une petite question, toute simple. Mais qu'est-ce qui vous a permis d'écrire cette vie professionnelle extraordinaire? Quelle croyance? Qu'est-ce qui vous a porté? Alors c'est assez simple, je reviens un peu sur ce que disait Charlotte. J'ai eu une éducation assez stricte. Il fallait faire des études scientifiques. Alors j'étais plutôt scientifique que littéraire, il faut le dire. Il fallait avoir des bonnes notes, il fallait... j'avais pas le droit de sortir, voilà, c'était très, très codifié. Et donc, je suis rentrée dans une logique, en fait, il faut que mon papa soit fier de moi. Et quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Bon. Et quand le choix s'est fait, en fait, en sortant du bac C, j'avais la prépa vétérinaire et la prépa maths sup, maths spé. Ah, je me suis dit, je vais prendre maths sup, maths spé pour que papa soit content. Et en fait, la marine, finalement, il y a eu un moment où je me sentais étouffée par ça. Et j'ai eu besoin un peu de liberté. Et quand j'ai annoncé à mes parents, ça y est, je me suis engagée dans la marine par l'école donc de Mestrange, des sous-officiers. Donc là, mes parents sont tombés un petit peu... ils se sont dit, mais attends, tu te rends compte comment tu vas faire? Parce que j'étais fragile, j'étais la petite sœur pour mon grand frère. Enfin, et donc, c'était comme ça. C'était mon choix, en fait. Pour une fois, c'était mon choix. Et voilà, je suis partie dans cette aventure. Et c'était une soif de liberté. Alors, liberté avec beaucoup de règles, hein, bien sûr. Mais là, au moins, j'avais choisi. Et c'était ça l'important pour moi. Faire vos choix. Et oui, tout à fait. Et les assumer. Un peu comme quand vous avez candidaté aussi pour rentrer sur le programme nucléaire. Alors, tout à fait, oui, parce que au début, en fait, je suis rentrée dans l'aéronautique navale quand j'étais matelot, sergent. Et puis, quand je suis arrivée à l'école navale, j'ai rapidement fait le concours interne. J'ai connu la vie à la mer. J'ai dit, oh là, mais moi, ce qui me plaît, c'est être sur les bateaux, naviguer, cet esprit d'équipage. Donc, voilà, il faut que je parte en mer. Et puis le nucléaire, il y avait cet aspect scientifique, propulsion, parce que je suis quand même dans un domaine de la propulsion. Et il y avait donc le porte-avions et les sous-marins déjà. En fait, j'avais déjà au fond de moi cette envie d'aller sur sous-marin, mais à l'époque, c'était pas ouvert. Donc j'y pensais. Finalement, j'y pensais pas. Voilà, c'était vraiment un choix vraiment personnel. Il y avait vraiment une croyance, en tout cas, que c'était possible, qu'en tout cas, ça valait le coup d'essayer et d'y aller. Alors, parfois, je me dis comment j'ai fait. Je pense que la jeunesse aide
on réfléchit pas trop. On se laisse voguer, on va dire. Et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans ma vie. J'ai beaucoup donné et je me suis toujours dit, allez, j'y vais. Tous les 2 ans, changer de poste, de responsabilité, d'environnement. Et voilà, j'étais toujours en situation un peu inconfortable, mais je me dis, c'est tellement enrichissant, en fait, de se dire, bah, j'ai réussi, alors que je suis partie de quelque chose que je ne connaissais pas. Donc voilà, je suis comme ça et je suis un petit peu encore aujourd'hui. Mon mari, d'ailleurs, aimerait bien que je me pose un peu. Donc voilà, ça fait partie de moi. Vous avez été une femme, et vous êtes une femme dans un monde qui est un monde globalement très masculin. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous y étiez attendue? Comment vous y avez été accueillie? Comment vous y avez fait votre place aussi? Et ce que vous avez apporté à ce monde-là? Alors, quand on arrive, j'étais lieutenant à l'époque, je suis arrivée sur une frégate, c'était de la vapeur, classique. Je crois qu'il y avait... je devais être une des premières femmes officiers à arriver à bord. Alors, tout le monde, enfin, mes anciens me regardaient, qu'est-ce que c'est que cette petite chose qui, en plus, va être notre chef et en plus est une fille. Sachant que un de mes adjoints directs, en fait, était rentré dans la marine l'année de ma naissance. Donc, alors, les premiers quarts, c'est-à-dire en machine, quand on était à la mer, forcément, le bateau, il s'arrête pas. Hein. Donc, il faut surveiller en permanence les machines. Il faut que le bateau continue à avancer pour sa mission. Et donc, on faisait du quart au poste de conduite, jour et nuit. Et les premiers quarts, j'apprenais forcément avant de prendre le poste d'ingénieur de quart, donc de chef de l'équipe. Hein. Et pendant 4 heures, mon CIPAL, un maître principal, donc adjudant-chef, c'est parce que les grades marines sont peut-être pas trop connus, me parlait pas. C'est-à-dire, il me parlait pas, il me regardait pas. J'aurais pu faire ouh, non, il me parlait pas. Alors, c'est pas grave, hein, on va continuer, on va lire la doc. Mais je me suis dit, non, mais je vais pas rester là à attendre qu'il me parle. Je vais aller voir les jeunes. Et puis, rapidement, en fait, moi, je me mettais en bleu, j'allais en machine, j'allais échanger avec les gars. Alors, excusez-moi, je parle beaucoup des gars, hein, mais c'était méga. Et puis, à force, le lien s'est créé. Et puis, ils se sont dit, finalement... elle s'y intéresse. Et en fait, parce que j'aimais la technique. Et en fait, c'était purement parce qu'ils disaient, mais non, mais une femme dans le technique, oui, ok, c'est un officier, c'est un chef, mais finalement, bon. Et voilà. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et ça s'est fait, en fait, purement en étant naturel. En fait, j'ai pas joué un rôle particulier. Et je l'ai fait dans tous les postes que j'ai eu, même sur sous-marin. Et avec mes équipes, en fait, il y avait cet échange permanent. Déjà, je respectais mes gars, ils me respectaient. Mais je dis bien, je respectais. Il me respectait. C'est pas parce qu'on est chef qu'on doit être respecté. Il faut le gagner. Il y avait cette humilité. Hein. Moi, j'étais officier. Oui, mais j'y connaissais rien. Enfin, on a des études, d'accord, mais entre l'étude et la pratique, il y a une grosse différence. Et l'humour. Alors l'humour, on va me dire pourquoi on nous parle d'humour. En fait, quand je dis humour, c'est parce que les relations humaines, ça passe aussi par casser une image, en fait. Donc, quand on parle de plein de choses, quand on rigole, quand on a des échanges qui sont finalement très ouverts, les équipes, en fait, on parle de tout. Ok, c'est le chef, mais on parle de tout. Et c'est ça qui est important. Et surtout quand on est en mission, moi j'ai fait quand même plusieurs missions de 6 mois, notre famille, c'est l'équipage. Et on est un peu la maman. Quand un de nos gars va pas bien, voilà, on est là. Donc c'est vraiment, au-delà du management, du leadership, on accompagne, on est présent. C'est une chose que vous avez apporté comme manager, cet Oui, accompagnement. je pense. Je pense les hommes en fait avec qui j'ai pu échanger m'ont dit que d'avoir une présence féminine fait du bien aussi. Ça assouplit aussi l'ensemble. Mais n'empêche, il faut quand même une sacrée persévérance pour poursuivre et ne pas être ébranlé par quelqu'un, comme vous l'avez raconté, qui ne vous parle pas. Donc, très impressionnant. Vous avez évoqué un peu votre famille. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une famille, un mari, un enfant. Et c'est très particulier de partir en mer, et en particulier de partir sur un sous-marin. Vous pourrez peut-être nous en dire quelques mots.
Et moi, il y a une phrase qui m'a touchée particulièrement, que vous avez publiée sur LinkedIn. Pour votre mari, vous lui avez écrit « Cette carrière de marin, je te la dois à toi aussi ». Donc j'aimerais vous poser la question, quelle place et quel rôle joue votre famille dans tous vos succès professionnels? Oui, alors mon mari, c'est une personne à part entière. Je dis ça pour qu'il m'offre des cadeaux après, comme ça. Voilà. Oui, non, en fait, dans la vie d'un marin, il faut être à deux. Alors, moi, c'est mon mari, ça peut être une amie, ça peut être sa mère, ça peut être son frère, après, chacun, voilà. Parce que quand on s'absente, et surtout pour mon fils, on ne peut pas se permettre de faire sa vie professionnelle chacun dans son coin. C'est impossible. Donc quand je partais, mon mari prenait le relais et ainsi de suite. Et mon mari a toujours été derrière moi. J'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments durs. J'ai pleuré dans mon coin parce que j'étais fatiguée, parce que je me remettais en cause. Et effectivement, on a du mal à s'auto-satisfaire quand on est une femme. Et mon mari a toujours été là. Parfois, il me secouait. Mais en fait, c'est vraiment on collabore. Sans lui, je ne serais pas là. Je pense que sans moi, entre guillemets, il ne serait pas là. Enfin voilà, j'irais même aujourd'hui, on continue de collaborer. Il me présente ses tenues pour aller au travail. Est-ce que ça va? Oui, c'est bien. Voilà. C'est vraiment toute une collaboration. Et c'est pour ça que la carrière, en fait, ou le parcours, les choix qu'on fait, tout envoyer valser, par exemple, il faut être à deux, épaulé. Et ça, c'est important. Et pour mon fils, ça a été aussi très, très important parce que j'ai été présente les 2 premières années. Et après, dès l'âge de 2 ans, je suis partie sur un pétrolier. J'étais chef machine. Donc, j'étais, en gros, sur les 2 ans, j'étais absente presque 9 mois. Alors, c'est vrai que quand ça a été assez dur, parce que mon fils ne me parlait plus par moment. Il ne me connaissait plus trop, en fait. J'étais un peu... Les rôles s'étaient inversés déjà. Et mon mari a toujours expliqué ce que je faisais, me montrait les bateaux, je l'emmenais sur les bateaux. Et quand je suis partie sur sous-marin, là pour le coup c'était encore autre chose parce qu'il n'y avait pas d'échange possible. Je recevais des familles, des petits messages. C'est 40 mots maximum. Voilà, 40 mots maximum. Relus. Qui sont relus pour vérifier qu'il n'y ait pas de risque que la personne qui reçoit le message se dise « Oh là, mais qu'est-ce qui se passe ?» Enfin, et donc pendant plus de 2 mois, sous l'eau, sans communication, c'est important aussi que le lien ne soit pas complètement rompu. Et donc toutes les semaines, mon fils on lui avait acheté un gros Lego avec tant de sachets. Et tous les dimanches, moi je recevais mon cadeau à bord et lui il faisait son sachet de Lego. Voilà. Donc c'est vraiment c'est être partenaire en fait. Je trouve que ce que vous nous racontez, ça dit l'importance de bien s'entourer pour construire aussi sa carrière et de s'entourer de personnes qui nous soutiennent, de vrais partenaires. Oui. J'ai une dernière question pour vous. C'est qu'aimeriez-vous dire aux femmes aujourd'hui qui nous écoutent ici dans la salle ou sur LinkedIn? Quel message vous avez envie de leur passer? Alors j'ai déjà dit, donc certains vont se dire, elle se répète. J'ai dit oser. C'est clairement ça parce que en fait, le premier ennemi, c'est nous. C'est soi. C'est de se dire, oh non, mais moi, je ne pourrais pas faire ça parce que, comme disait Charlotte, avec le trail, mais moi, j'ai fait beaucoup de courses à pied. Enfin, j'en fais toujours. Mais très, très récemment, j'ai commencé le cheval. Pourquoi j'ai commencé le cheval si tardivement? Parce que j'ai toujours voulu faire du cheval. En soi, mais j'ai dit, attends... Bon, je vais pas, tant pis, là, je suis pas tabou. J'ai bientôt 48 ans. J'ai pas commencé du cheval à cet âge-là. Sinon, je vais. Et on m'a dit, mais il n'y a pas d'âge, en fait. Et effectivement, il n'y a pas d'âge. Et je m'éclate. Voilà, je tombe, mais je m'éclate. Et en fait, voilà, faut oser. Et puis après, c'est ce côté un peu d'imprévu, de dire, on fait des rencontres. On se challenge. Voilà, c'est les opportunités aussi. Il faut saisir les opportunités. Il faut être curieux. Curieuse, pardon. Voilà, c'est vraiment ce mot que je retiens, c'est oser. Et oser, c'est rose, donc c'est super. Merci Karen. Merci.